Merci donc de m'accueillir ce soir pour vous parler un petit peu d'un sujet qui est un petit peu moins ancien que l'ensemble des thématiques qui peuvent être traitées dans le cadre de ce centenaire, mais qui sont vraiment le reflet de l'intégration des sciences du vivant dans nos problématiques de sciences de la Terre. Et donc du coup, c'est un exposé qui a été préparé donc avec l'ensemble des membres de l'équipe à laquelle j'appartiens, donc anciennement géobiosphère actuelle et primitive et désormais géomicrobiologie, et les contributions des membres de géochimie des isotopes stables, géosciences marines et paléomagnétisme, que je remercie aussi pour leur collaboration fructueuse tout au long de ces années. Donc quand on regarde un petit peu, quand j'ai essayé de faire l'historique et de voir un petit peu quand est-ce que la vie avait commencé à questionner les membres de notre institut, et effectivement on trouve de ci de là dans la littérature en fait quelques articles sur des extinctions de masse liées à aux trappes du Décan. Et puis des approches de statistiques qui permettent de questionner les extinctions de masse et leur effet sur la biodiversité. Et dans ces premiers temps, en fait, on voit que c'est la thématique des géosciences qui ont été utilisées principalement pour décrypter les grandes étapes de l'évolution du vivant sur Terre. Donc ça a été beaucoup porté par le paléomagnétisme, et notamment aussi parce qu'ils se sont questionnés sur l'adaptation du vivant au champ magnétique terrestre, et on voit ici notamment des problématiques de magnétoréception chez les tortues de mer. Mais le gros thème qui a émergé des équipes de paléomagnétisme, c'est la problématique de ces bactéries magnétotactiques qui sont capables en leur sein, comme vous le voyez ici sur cette image de microscopie électronique en transmission, où en fait ce sont des micro-organismes qui, de manière intracellulaire, synthétisent des magnétiques biogéniques pour s'orienter dans le champ magnétique terrestre et trouver les conditions optimales de leur développement. Donc on sentait déjà un intérêt pour le vivant. Mais jusque-là, en fait, c'était beaucoup le vivant sur une terre solide, et on pouvait se questionner sur le fait que la vie soit juste ancrée sur la terre solide. Elle bénéficie de l'énergie externe du soleil, mais est vraiment très ancrée sur la surface et impactée par ces processus de surface, donc subit les grandes crises et doit sans cesse s'adapter. Mais avec le regard de géologue qui prime à l'Institut de physique du globe, donc, et toute l'expérience de terrain accumulé, quand on se promène à la surface de notre globe et qu'on voit, comme ici, des clichés reportés par Pascal Philippot, on voit qu'en fait, toute la surface de notre planète est en fait façonnée par le vivant. Et vous avez en haut, en fait, des grands dépôts de fer rubané qu'on appelle des Banded Iron Formation, qui datent de 2,5 milliards d'années, qui constituent l'essentiel des réserves de fer sur la planète. Et donc, quand on commence à regarder en détail comment ces formations kilométriques ont pu se former dans les temps précoces de l'histoire de la Terre, on arrive à voir, en fait, que l'ensemble de ces formations résulte potentiellement d'une activité biologique et d'un cyclage biologique du fer. Il en est de même pour finalement les premières grandes plateformes carbonatées qu'on peut trouver à la surface de la Terre, qui datent ici de 2,7 milliards d'années. Et de la même façon, en observant finement ces objets, on arrive à voir que potentiellement ce sont des formations liées au vivant, ici des stromatolites, et j'aurai l'occasion d'en reparler, qui ont la capacité, malgré la petite taille des organismes impliqués, d'impacter largement sur notre planète. Et puis, je ne vous ferai pas l'injure de, effectivement, vous mettre en avant le rôle du vivant dans la chimie à la surface de notre planète, et notamment, potentiellement, son impact majeur en ce qui concerne l'oxygénation de l'atmosphère et le rôle potentiel de la photosynthèse oxygénique. Donc vraiment, il y a, en tant que géologue même, on ne peut pas se détacher du vivant et considérer qu'il est juste là, posé sur la surface de la Terre. Et donc il y a eu vraiment un besoin, dans les années 2000 à l'IPGP, de travailler aux interfaces, en combinant à la fois les expertises, mais aussi les approches techniques des sciences de la Terre et du vivant. Donc je vais juste faire une petite incursion, mais tout ce travail
et l'essentiel de l'héritage qu'on a aujourd'hui et qui nous permet de nous questionner sur des questions fondamentales comme l'origine de la vie sur Terre, eh bien, c'est aussi parce qu'il y a eu ces efforts depuis une vingtaine d'années de mener des développements techniques avec des plateformes de haute résolution pour vraiment préparer et caractériser des échantillons de roches qui contenaient potentiellement du vivant. Et donc, aller utiliser les meilleurs outils, et notamment les grands instruments comme le synchrotron, pour tirer le meilleur parti et se questionner sur la présence de vie dans ces roches. Donc du coup, la démarche, depuis cette époque-là, travailler aux interfaces, c'est aussi multiplier les occasions d'aller sonder des écosystèmes, enfin des environnements et des terrains. Je suis désolée, il y a un petit problème de conversion. D'aller cibler des environnements pour justement prospecter autour de ces grandes questions de l'origine de la vie sur Terre et des témoins qu'on peut en avoir. Et donc, du coup, tout au long de ces années, on a vu apparaître des chantiers autour de terrains archéens, comme vous le voyez ici sur les points rouges sur cette map monde, jusqu'à des objets actuels, ce qu'on appelle des analogues, et qui nous permettent en fait, de par leur représentativité, de les considérer comme potentiellement des miroirs de ce qu'il a pu se passer dans les temps anciens. Et donc la démarche, typiquement, puisqu'on est dans un institut de sciences de la Terre, l'idée c'est de partir d'observables, de choses que l'on peut analyser. Et donc à la fois en prenant globalement toute la roche, vous allez voir des exemples au fur et à mesure, mais également au travers de tous ces développements que je viens d'évoquer à l'instant, tout ce qui est imagerie à toute petite échelle du vivant piégé dans ces roches, pour ensuite, puisque aussi c'est une grande spécialité de l'IPG, pouvoir modéliser, soit analogiquement, en reproduisant par des expériences, soit numériquement, justement, ces grandes questions d'interaction entre monde minéral et monde vivant. Donc du coup, on a eu tout un historique à l'IPG qui s'est développé autour de l'étude de ces analogues, et je ne pourrais pas ne pas parler du lac Pavin, qui est un des sites emblématiques de nombreuses équipes. Et ces analogues, en fait, que ce soit ce fameux lac Pavin ou des lacs qu'on trouve à Mayotte, autour de Caldera, ou dans les grands plateaux andins, en fait, ils nous permettent d'étudier à la fois des cycles biogéochimiques qu'on considère pouvoir être représentatifs des environnements passés, mais aussi ça nous permet sur le terrain de prélever des échantillons et d'établir ce qui pourrait être dans le registre fossile des biomarqueurs, c'est-à-dire des traces indubitables de la présence du vivant. Donc, l'étude de ces analogues, ils ont ces deux objectifs. Et donc, du coup, ils ont été utilisés depuis de nombreuses années à l'Institut. Et par exemple, quand vous allez prélever des échantillons de stromatolites sur les lacs andins, et que vous commencez à vouloir y trouver des traces de vivant et aussi à essayer de questionner l'implication du vivant dans la formation notamment de ces structures qui sont constituées de tapis microbiens et de carbonâtres et d'un ensemble de minéraux sédimentaires, eh bien, par exemple, les approches développées à l'IPG ont permis, ici au travers de ce qu'on appelle la microscopie confocale à balayage laser, de montrer intimement mêlés dans ces concrétions la présence de micro-organismes, en particulier ici l'étude ciblée, ce qu'on appelle des cyanobactéries de type pleurocapsale, qui étaient systématiquement entourées de calcium, montrant ainsi leur rôle prépondérant dans la formation des carbonates. Et ici, tous ces lits, ces structures lithifiées que vous pouvez observer sur cette coupe, qui est en fait une tranche très fine de la stromatolite qui a pu être prélevée dans ces lacs. Et donc, du coup, ce genre d'approche permet, par exemple, typiquement d'établir que l'aragonite peut être un marqueur, l'aragonite qui est un carbonate de calcium particulier, peut être un marqueur d'une activité microbienne. Ici, dans un contexte actuel, il signe la présence d'un métabolisme qu'on appelle la photosynthèse oxygénique. Et donc, du coup, c'est ce genre d'indice qu'on va essayer de rechercher dans l'enregistrement fossile pour essayer de remonter de plus en plus tôt dans l'histoire de la vie sur Terre. Alors, les études se sont multipliées. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a une diversité d'environnements sur Terre, et donc, du coup, de la même façon, dans certains lacs, on trouve, comme ici le lac Diani à Mayotte, on voit effectivement que la photohétérotrophie
Et dans ce cas, comme on le voit ici sur ces photos de fluorescence, elles montrent la présence d'alpha-protéobactéries, qui dans ce cas sont les organismes dominants dans la formation carbonatée de ces édifices. Donc du coup, on a vraiment le moyen d'aller poser un nom sur les organismes responsables des grandes formations, notamment comme celle que je vous ai présentée précédemment. Le lac Pavin, que j'ai évoqué précédemment, a aussi été l'occasion de mener et de développer un certain nombre d'expériences pour essayer d'établir d'autres types de biomarqueurs que par exemple la présence de carbonate. Et notamment, il a permis effectivement de définir des expériences pertinentes pour étudier ces fameuses bactéries magnétotactiques que j'ai pu vous introduire en tout début d'exposé, et notamment de montrer que les magnétites qui sont portés à l'intérieur de ces organismes, qu'on voit toujours ici en microscopie électronique à transmission, ces fameuses magnétites sont porteuses d'un signal isotopique très particulier en fer. Ici, on voit effectivement le delta 56 du fer, qui a été utilisé, et on a pu discriminer justement un signal très différent pour ces magnétites du fer porté par le LISA bactérien, ou des sources initiales de fer utilisées par ces micro-organismes pour former ces magnétiques, et donc du coup établir de nouveau un type de marqueur qui nous permettra d'aller traquer le vivant dans le registre fossile. Donc là, ce sont les isotopies du fer uniques. De la même façon, le lac Pavin a été très inspirant aussi pour se questionner sur le cycle du soufre et le rôle du vivant dans le cyclage du soufre. Et de la même façon ici, ce qui est intéressant, c'est que au-delà de l'aspect culturel et de la formation de sulfure de fer par des bactéries très particulières qu'on appelle les bactéries sulfato-réductrices, qui en utilisant ce sulfate sont censées produire des pyrites, mais on n'avait jusque-là aucune preuve formelle de la façon dont aucun moyen établi de discriminer entre des pyrites qui auraient pu être formés par le vivant et des pyrites qu'on pourrait retrouver et former dans les sédiments par des processus chimiques. Et donc du coup, de la même façon, les travaux menés à l'IPG permettent pour la première fois de montrer que les pyrites biogéniques, une fois qu'elles ont subi la diagenèse, c'est-à-dire qu'elles ont été chauffées comme elles sont chauffées dans la nature, eh bien, elles continuent, comme vous le voyez à droite, de présenter des morphologies qui pourraient les permettre de les distinguer de pyrites abiotiques, et donc du coup d'aller de nouveau questionner la présence de ce métabolisme qui est la sulfatoréduction dans l'enregistrement. Donc c'est vraiment des outils, ces analogues, ils permettent effectivement de voir ce qui peut être réalisable par le vivant sur Terre actuellement. Et la grande question, c'est de se dire, mais sur cette base-là, est-ce qu'on va être capable d'aller retrouver des traces des plus vieux êtres vivants sur Terre, et puis de savoir comment ils se développaient. Et quand on parle des plus vieux êtres vivants sur Terre, on va rencontrer ce qu'on appelle notre dernier ancêtre universel commun, abrévié sous le nom de LUCA, qui est le premier organisme qui possédait un code génétique similaire aux organismes actuels, et donc du coup qu'on l'on peut intégrer dans l'arbre universel du vivant, que vous pouvez voir ici, avec les 3 domaines des bactéries, des archées et des eucaryotes. Et donc du coup, essayer de retrouver des liens entre tous ces organismes au cours du temps pourra permettre de renseigner notre ancêtre commun et de savoir à partir de quel type de métabolisme il se développait, comment il tirait son énergie pour vivre, et donc du coup le rattacher à un environnement où ce métabolisme est possible, et donc du coup à des temps passés de l'histoire de la Terre. Donc, cette approche biomarqueur, elle peut être déclinée. Alors, je suis désolée, ça s'est mal passé lors de la conversion, la vérification ne m'avait pas montré ça. Donc, ces biomarqueurs, on va les rechercher dans le registre fossile, et donc notamment, c'est ce qui a pu être fait dans des roches archéennes autour des années 2008, et donc des travaux qui étaient basés sur l'utilisation de ces biomarqueurs permettent de montrer, ici, dans des stromatolites âgés de 2,7 milliards d'années, on pouvait trouver conjointement la présence de globules organiques, ici mis en évidence par les teintes chaudes sur la spectroscopie Raman, qui étaient associés à différents composés élémentaires que sont le soufre, le carbone, imagé ici
par microscopie électronique à transmission. Et donc du coup, la coexistence de ces amas organiques avec la nature minéralogique de ces stromatolites et de l'encaissant de ces globules faits d'aragonite ont permis de supposer qu'une voie biologique avait permis leur formation, une voie biologique potentiellement liée à la photosynthèse, et donc du coup ça permettait de reporter ce métabolisme très en amont dans le temps. Et donc, du coup, c'est ainsi qu'on va explorer les potentialités du vivant, sachant que la plupart des fossiles qui datent des temps des plus anciens de l'histoire de la Terre sont des fossiles microbiens, et donc, du coup, qui sont faits de matière molle, qui ne se préservent pas bien, et donc il faut absolument trouver des moyens indirects, comme les minéraux qu'ils forment, pour les détecter. Explorer les métabolismes microbiens sont divers et on a vu apparaître tout au long de ces années des contributions de l'IPG justement pour renseigner la diversité des microbiologiques dans les temps anciens. Et ici, c'est une étude de Sforna et al. En 2014 qui ont de la même façon, avec des techniques de haute résolution, permis au sein des mêmes stromatolites que vous voyez ici, d'imager la distribution des métaux. On voit des métaux sur ces images, que ce soit pour le calcium, le fer, l'arsenic ou le nickel, qui sont plutôt déposés en lamines, tandis que d'autres zones dans le stromatolite permettent de montrer des accumulations d'arsenic qui présentent des morphologies irrégulières. Tout ça combiné avec des approches qui permettent de voir sous quelle forme est l'arsenic, ça a permis à ces auteurs de montrer que dans un cas, les accumulations de métaux étaient liées à une diagénèse, et dans l'autre cas, c'était lié à une accumulation biologique, et donc du coup, on peut comme ça supposer que dans les temps anciens de l'histoire de la Terre, on pouvait avoir des métabolismes qui étaient basés sur l'arsenic. Donc, la plupart de ces études, telles que je vous les ai relatées, finalement, étaient menées sur des objets qu'on pouvait récolter à la surface. Mais on sait que le vivant est omniprésent à la surface de la Terre et qu'il peut potentiellement affecter tout signal, je dirais, originel, datant de l'âge de la roche que l'on cherche à étudier. Et donc, du coup, la stratégie, et ça a été un grand tournant dans l'histoire de l'IPG, c'était de développer des projets de forage d'envergure sur des terrains très anciens qui du coup nous permettaient d'aller disposer d'échantillons non affectés par l'altération de surface, tout en permettant d'aller cibler des grandes époques critiques dans l'histoire de la Terre. Et donc du coup, tout au long des années de 2005 à 2010, on a pu voir se développer 3 grands forages, à la fois en Afrique du Sud, en Australie, que ce soit l'Australie au niveau des Pilbara ou de Turtle Creek, pour aller cibler, au travers des formations forées, différents événements clés dans l'histoire de la Terre, depuis son évolution précoce et les premiers signes de son apparition, ici vers 3,5, voire plus tôt dans l'histoire de la Terre, et puis jusqu'à l'émergence de la photosynthèse oxygénique autour de 2.4, 2.6. Et donc, du coup, ces échantillons ont bénéficié à l'ensemble des équipes de l'IPGP, mais bien au-delà, puisque ça a été le sujet de collaboration nationale et internationale. Et donc, des objets clés pour aller rechercher des reliques d'une activité microbienne passée sur des systèmes géologiques clés. C'était aussi l'occasion, au-delà de ce que je vous ai montré précédemment, c'est-à-dire aller dénicher le microfossile bactérien pour en décrypter le métabolisme. Avoir ces roches en main permettait aussi de mieux comprendre les conditions dans lesquelles cette vie primitive se développait et donc du coup caractériser les environnements passés, que ce soit un océan, mais aussi une roche impactée par une composition d'atmosphère donnée. Et tout ça pour fournir des contraintes importantes sur l'origine de la vie et sur l'évolution des conditions environnementales majeures liées aux changements globaux. Donc je ne passerai pas en revue tous les résultats qui ont été issus de l'étude de ces carottes. Je mentionnerai en particulier, parce qu'ils ont été nombreux, mais je mentionnerai en particulier pour vous montrer un petit peu ce principe, puisqu'on avait déjà, on a vu des approches à toute petite échelle. Ici, c'est un résultat réalisé sur des approches roche totale, et donc
qui était basée sur la caractérisation des isotopes du soufre et notamment des fractionnements indépendants de la masse. Et donc, dans ces fameuses carottes, dont vous voyez le log lithologique ici, où on peut retrouver des sulfures de fer avec des morphologies particulières qui rentrent en résonance avec ce que je vous ai évoqué tout à l'heure sur ces sulfures de fer potentiellement liés à une activité biologique. Et donc, du coup, sur ces minéralogies particulières liées au soufre, les isotopes ont permis de mettre en évidence un métabolisme microbien nouveau qui était basé sur la dismutation du soufre élémentaire hérité donc de la photolyse du SO2 volcanique dans l'atmosphère de la Terre primitive. Donc de nouveau, on éclaire le passé et les métabolismes anciens à l'aide d'approches de sciences de la Terre. Mais ce qui a vraiment été aussi important lorsque ces forages ont été menés, c'est que même si leur objectif premier était de caractériser la vie ancienne, des travaux ont été menés en parallèle pour caractériser de potentiels habitants actuels, modernes, qui habiteraient dans ces roches et pourraient fausser le signal de vie primitive qu'on chercherait à y décrypter. Et donc ici, c'est une publication qui date de 2009, qui relate en fait la diversité microbienne associée à ces carottes de forage. Donc c'est vraiment la roche qui a été broyée, l'ADN qui a été extrait, pour en sortir ces distributions relatives de micro-organismes. Elle a pointé du doigt deux choses. Quand vous regardez un petit peu de quoi se constituent ces diagrammes et quand vous regardez les codes couleurs, on voit que beaucoup apparaissent le nom de contaminants, que ce soit des contaminants de PCR, des contaminants de kits de laboratoire, des contaminants potentiellement associés aux fluides de forage, des contaminants potentiellement associés aux fluides qui ont aidé à scier la roche, etc. On voit que finalement, ce qu'on va détecter, c'est la majorité, ce sont ces contaminants, mais que dans toutes ces roches, on a pu mettre en évidence, en violet ici, des micro-organismes, et en bleu, des micro-organismes indigènes de ces roches qui avaient fait de ces carottes profondes leur habitat, et donc qui y trouvaient tous les éléments pour se développer. Donc ça pointe du doigt, c'est une des premières études qui a été menée sur des échantillons de roches solides avec de l'ADN, non seulement à l'IPG, mais aussi mondialement. Et ça marque aussi un grand tournant autour des années 2000, c'est-à-dire la prise de conscience que la vie était présente dans les roches. C'était une idée qui traînait dans la littérature depuis de nombreuses années, sans que vraiment on ait une idée de son étendue. Les années 2010, comme vous allez voir dans les transparents qui suivent, c'est vraiment l'apogée de la vie intraterrestre. Et puis, ça a signé aussi une certaine maturité de l'Institut pour se questionner sur ces problématiques et souligner l'idée qu'on était doté des outils appropriés, et certains étant très originaux, comme ceux de micro-imagerie que j'ai pu vous montrer précédemment, et qui permettaient de manière innovante d'explorer la vie dans ces milieux minéralisés. À la fois, c'est pas simple parce qu'il y a ces problèmes de contamination, mais c'est aussi, on va chercher quelques picogrammes de carbone au milieu de silicates et d'oxydes, de fer ou tout autre métaux, et donc du coup, c'est un vrai défi. Quand je vous parlais d'apogée de la vie intraterrestre et de cette prise de conscience que la vie finalement était plus importante sous nos pieds qu'à la surface de la Terre, c'est un des constats qui a été fait par le Deep Carbon Observatory à la fin des années 2019, où on a enfin pu estimer combien de micro-organismes pouvaient vivre dans ces roches, loin de l'énergie du soleil. Et donc ce sont des travaux auxquels l'IPG a contribué, a mis sa petite pierre à l'édifice. Mais il y a eu vraiment l'idée que dans ces roches, on pouvait trouver jusqu'à 70% des bactéries et des archées terrestres qui vivaient dans le sous-sol et donc loin de l'énergie lumineuse. Ça représentait des quantités de carbone dont on n'avait pas idée précédemment, de 15 à 23 gigatonnes. Et que ça impliquait des volumes de croûte terrestre énormes, environ le double du volume des océans,
qui étaient colonisés par ce vivant. Donc quand je parle de ce vivant, effectivement, c'est toujours ces idées qu'on va, à la fois parce que dans les temps anciens de l'histoire de la Terre, seuls les micro-organismes qui avaient émergé. Et aussi, on peut imaginer que dans les pores d'une roche, on ne dispose pas de beaucoup de place et il faut aussi avoir les ressources métaboliques pour se développer. Et ça, ce n'est pas du tout les capacités que possèdent les seules espèces macroscopiques qui ont besoin d'oxygène et de matière organique et qui ne le trouvent qu'à la surface de la Terre. Donc on rentre vraiment dans ce domaine de ce qu'on appelle les prokaryotes, archées et bactéries, qui finalement constituent la majeure partie de la diversité du vivant sur Terre. Et cette subsurface, elle renferme une bonne partie, puisque finalement, sans oxygène, sans lumière, il va falloir développer des stratégies bien plus diverses qu'à la surface, et donc du coup, ce qui explique l'importance des micro-organismes, mais aussi leur diversité métabolique. Alors pour chiffrer un petit peu tout ça, et depuis le début, je vous ai parlé que de la subsurface, sous nos pieds de manière très vague, mais parmi ce bilan qui a été fait, et ici vous voyez la répartition des micro-organismes en nombre de cellules que l'on trouve dans les différents habitats profonds, et on voit que les océans dont on pensait qu'ils renfermaient une bonne partie de la diversité ne représentent finalement qu'une toute petite fraction de la biodiversité terrestre. Une grosse partie est dans les sols, et ça c'était pas une surprise, mais plus de la moitié, et c'est dans ce qu'on appelle la subsurface continentale ou océanique. Et donc du coup, ça représente environ 10 puissance 30 cellules qui vivent là, dans ces 2 fois le volume des océans. Alors les habitats peuvent être très divers, et donc du coup, ici sont représentés l'ensemble des environnements finalement qui sont colonisés par le vivant parce qu'ils apportent les ressources pour se développer. Je ne rentrerai pas dans le détail dans chacun d'eux, mais parmi ceux que l'IPG a étudié plus particulièrement, on trouve les stockages de gaz géologiques, ces cavités souterraines et ces réservoirs poreux dans lesquels on cherche à injecter dioxyde de carbone ou autre gaz pour des raisons économiques ou environnementales. L'IPG, comme vous allez le voir par la suite, a beaucoup regardé les systèmes hydrothermaux plus ou moins sédimentés et puis les eaux souterraines des aquifères profonds. On peut se questionner, du coup, pourquoi aurait-on autant de vie dans ces environnements et d'où pourraient provenir ces organismes? Alors c'est pour l'instant pas tranché et l'ensemble de ces contextes doit sûrement être un mélange de ces 4 hypothèses qui vous sont proposées ici. Mais on imagine qu'une partie de ces organismes a migré depuis la surface par des processus géologiques, les zones de subduction, ou par des processus humains comme les forages, et puis petit à petit, ils se sont adaptés, ils ont évolué en fonction des ressources et de l'environnement dans lequel ils évoluaient. On sait aussi que la Terre est d'un point de vue hydrologique très dynamique et que dans notre subsurface circulent de nombreuses eaux souterraines qui sont rechargées par les eaux de surface via les infiltrations, et donc c'est un moyen d'apporter du vivant dans les roches profondes. Tout comme le dépôt des sédiments peut permettre petit à petit, avec leur enfouissement, d'emmener de la vie plus en profondeur jusqu'à quelques kilomètres, là où la température limitera la prolifération en profondeur. Pour information, le vivant actuellement connu ne dépasse pas 120 degrés, donc les micro-organismes pourront coloniser les profondeurs jusqu'à ces températures-là. Mais la 4e raison, et c'est celle que je vais ouvrir pour la suite de cet exposé, c'est que certains pensent que le fait qu'on ait autant de vie dans ces environnements-là, c'est aussi parce que la subsurface est un environnement favorable pour le vivant et qu'on aurait pu y avoir à la fois un contexte favorable pour développer ce qu'on appelle les briques du vivant, les molécules prébiotiques qui ont permis aux premiers organismes vivants d'émerger à la surface de la Terre. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit l'origine de ces écosystèmes, et ça doit être très différent en fonction des différents environnements, on doit avoir une contribution plus ou moins importante
de la surface dans la formation et la structuration des communautés. Mais quoi qu'il en soit, quand on se tourne quand on parle du vivant dans la subsurface, on se trouve face à des écosystèmes qui vont avoir des spécificités liées à leur environnement, et en particulier, on commence à s'enfoncer dans les profondeurs de la Terre. Le soleil ne pénètre plus, donc il faut penser à la vie indépendamment de la photosynthèse. Et effectivement, je ne sais pas si vous avez noté tout à l'heure, quand je vous ai un petit peu parlé des biomarqueurs et des signes de vie qu'on cherchait dans le registre ancien, on voit que la photosynthèse n'est pas apparue tout de suite sur la Terre, et que dans les temps reculés, avant que le vivant ne soit doté de cette capacité, on devait trouver un autre moyen pour fournir de l'énergie au vivant, pour qu'il persiste au cours des temps géologiques. L'autre moyen, indépendant de la photosynthèse pour le vivant, on en a compris le fonctionnement en explorant les dorsales océaniques. Et là, ça va au-delà bien sûr des travaux qui ont été faits à l'IPG, mais pour que vous compreniez bien comment toute cette dynamique du vivant se met en place dans les roches, je voulais revenir là-dessus et sur la façon dont l'observation et la découverte des systèmes hydrothermaux océaniques, et ici vous voyez l'image d'un fumeur noir, où en fait on a de la résurgence d'eau chaude qui vient des profondeurs de la Terre, qui est réchauffée proche des chambres magmatiques ou par des réactions chimiques qui s'y produisent. Cette eau se charge en métaux en altérant la roche, et comme elle est moins dense, elle remonte au fond sur le plancher océanique. Et quand ils ont été découverts, ces environnements en fait étaient frappants parce qu'ils représentaient vraiment des oasis de vie. Et on a compris que l'ensemble de la macrofaune, que ce soit les poissons, les vers, qui vivaient là dans la noirceur des abysses, en fait, ils étaient intégralement dépendants de micro-organismes, que ce soit des bactéries et des archées, qui en fait bénéficiaient dans ces systèmes hydrothermaux du moteur pour le vivant quand il n'a pas de lumière, c'est-à-dire un mélange de deux composantes très contrastées chimiquement. Et là, le contraste chimique, il se fait entre les gaz réduits qui sortent des évents hydrothermaux, essentiellement parce que la terre profonde est plus réduite, mais aussi parce qu'on a énormément de gaz volcaniques qui sont associés, et donc du coup, de l'hydrogène, du méthane, de l'H2S, qui sortent des profondeurs de la Terre, et quand elles rencontrent l'eau de mer oxydée, très contrastée chimiquement, et bien du coup, il y a des réactions chimiques qui peuvent se faire entre ces deux pôles, et ces réactions chimiques, elles produisent de l'énergie, et c'est cette énergie-là qui est utilisée pour le vivant, tout comme à la surface de la Terre, il utilise l'énergie du soleil pour emmagasiner et faire des liaisons carbone-carbone. Ici, c'est l'énergie de la réaction chimique qui permet aux vivants de faire ces fameuses liaisons carbone-carbone. Donc en fait, le moteur de la vie en subsurface, c'est peut-être le moteur de la vie ancienne, celle qui était présente à la surface de la Terre avant même que la photosynthèse n'apparaisse, et bien la chimiosynthèse, qui est soutenue par des déséquilibres chimiques. Et dans cette chimiosynthèse, en fait, on s'est aperçu, je vais être obligée d'aller un petit peu vite sur cette partie, mais on s'aperçoit qu'il y a une espèce réduite qui va être très importante à la fois quand on va imaginer la vie en subsurface, mais aussi les premiers êtres vivants à la surface de la Terre, c'est l'hydrogène. L'hydrogène est un gaz très réduit, qui donne très facilement ses électrons, et donc du coup qui s'implique très facilement dans des réactions qu'on appelle d'oxydoréduction. Et du coup, ici vous voyez un diagramme d'état d'oxydation du carbone. On retrouve des espèces très connues, comme le dioxyde de carbone, c'est la forme la plus oxydée du carbone à la surface de la Terre. On trouve du carbone oxydé dans les ions carbonates qui forment les océans, qu'on trouve dans les océans. Dans les carbonates, les stromatolites que je vous ai présentés précédemment, l'aragonite, c'est du carbone oxydé. Le dioxyde de carbone qu'on a dans notre atmosphère, c'est du carbone oxydé. Si ce carbone oxydé rencontre un agent réducteur très fort qui est l'hydrogène, alors on bascule vers des espèces du carbone qu'on va dire réduit. Et la biologie utilise ces espèces du carbone réduit pour se structurer et pour fonctionner. On est tous faits de chair, on mange tous des protéines, des polysaccharides, donc on est vraiment à utiliser du carbone réduit. Mais tout ça, finalement, c'est des réactions chimiques. Et donc dans la nature, il y a la biologie qui fait du carbone organique, mais aussi la chimie
si les cinétiques sont favorables, va aussi de la même façon, sans qu'il y ait besoin de vivant, de l'hydrogène rencontrera un carbone qu'on va dire oxydé, et la réaction, naturellement, va amener à la création de composés organiques. Donc finalement, on voit ici se dessiner soit une compétition selon la façon dont on regarde la chose, soit un continuum possible entre des réactions naturelles qui se passent à la surface de la Terre, de production d'hydrogène et sur lesquelles je reviendrai, et puis la formation de carbone organique qui peut être à la base des premiers êtres vivants. Donc on a vraiment l'hydrogène qui est un agent, qui est un agent majeur quand on veut passer d'un monde complètement minéral à un monde organique, voire biologique. Et dans ces réactions-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure les minéraux qui forment notre croûte terrestre peuvent être vraiment des atouts, des vraies chances pour rendre encore plus rapides ces réactions de conversion de carbone minéral vers le carbone organique. C'est connu chez les oxydes de fer, il y a différents argiles, mais l'ensemble des minéraux qui constituent notre croûte terrestre a la capacité d'intervenir sur ces réactions-là. C'est comme ça qu'on a pu découvrir récemment à l'IPGP, par exemple, que des réactions de transformation de carbone minéral en carbone organique, par le biais d'interactions fluide-roche dans la croûte océanique, permettaient de synthétiser des acides aminés abiotiques, qui sont les constituants des protéines, et donc du coup, qui montraient que pour faire ce genre de composants à l'intérieur de la Terre, on n'était pas obligé d'avoir besoin de vivants, et juste les réactions et les contrastes chimiques qui règnent dans notre croûte terrestre amènent, si vous avez des agents réduits qui rencontrent des agents oxydés, du CO2 qui rencontre de l'hydrogène, à former avec l'aide des minéraux. Et ici, dans ce cas-là, c'est des serpentinites, et notamment ici des serpentines riches en fer et des argiles riches en fer qui permettent d'aider à ce processus. Mais on commence à pouvoir synthétiser des choses intéressantes pour constituer le vivant. Et là, ça commence à nous amener un petit peu plus profond. On se détache vraiment de la surface de la Terre, puisque ça, c'est issu d'échantillons de forage à 150 mètres de profondeur, mais des choses équivalentes existent à beaucoup plus profond. Et finalement, c'est une aide d'aller voir un petit peu plus profond dans nos roches, puisque finalement, notre planète, quand on veut étudier l'origine de la vie sur Terre, a le désavantage d'avoir de la vie partout. Et donc, du coup, finalement, un écrantage omniprésent du carbone biologique qui rend difficile le décryptage des réactions très anciennes sans vivant avec un premier épisode organique avant qu'on ait pu avoir des traces de vie sur Terre. Il y a eu un gros effort à l'IPG justement pour aller traquer au sein des roches toutes ces ressources organiques qui pouvaient être intéressantes pour constituer et faire émerger le vivant. Et notamment, j'y reviendrai plus particulièrement par la suite, mais on a beaucoup décrypté les roches de la croûte océanique et délivré des perspectives un petit peu nouvelles sur ce que pouvait faire la circulation d'eau dans ce genre de contexte et amener à diversifier le carbone minéral et à l'amener vers un monde organique. Ce qui a été intéressant et ce que je vous ai montré précédemment, c'est que dans ces contextes-là, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on est encore loin de comprendre toute la diversité des réactions et la diversité des composés qu'on peut produire juste en faisant circuler de l'eau de mer dans la croûte océanique. Mais l'exemple des acides aminés cités précédemment en est un. Mais il y a aussi une grande découverte qui a été faite récemment, c'est que l'ensemble des réactions qui se passent dans la croûte terrestre amènent à faire évoluer aussi bien les minéraux que les composés liés au carbone. Et ici, vous voyez, par exemple, ce sont des images de roches d'ophiolite trouvées en Italie, de la microscopie électronique à balayage. On voit en gris moyen essentiellement des minéraux, et notamment des oxydes de fer ou des argiles riches en fer. Et les grosses phases noires que vous voyez, c'est de la matière carbonacée, dont vous pouvez voir ici la présence de carbone sur cette cartographie chimique associée, et qui signe encore la capacité des réactions qui se passent en faisant interagir de l'eau avec de la roche à former des composés organiques qui n'ont pas grand-chose à voir avec le vivant, mais qui potentiellement sont une ressource pour le vivant en subsurface.
Alors ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, c'est que derrière cette capacité de former des composés de carbone qu'on dit organiques, pour former les premiers êtres vivants, il y avait ce vecteur clé qui est l'hydrogène. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on se tourne vers la subsurface, à la fois pour comprendre comment autant d'écosystèmes peuvent se développer là, mais aussi pour comprendre comment on peut former toutes ces espèces de carbone organique qui peuvent être intéressants pour faire émerger le vivant dans ces contextes. Eh bien, en fait, si derrière il y a l'hydrogène qui est vraiment un des vecteurs les plus importants pour mener à bien ce genre de réaction, on s'est aperçu ces dernières années qu'en fait la Terre avait les moyens de produire naturellement de l'hydrogène par diverses voies, et on voit que tous ces mécanismes en fait touchent la Terre solide, et ce qui prend tout son sens finalement de les étudier à l'IPG. On connaît actuellement 4 processus majeurs pour produire de l'hydrogène naturellement. Il y a l'altération hydrothermale que j'ai évoquée précédemment, faire circuler de l'eau dans des minéraux riches en fer et notamment en fer réduit, amène à la formation d'hydrogène. La radioactivité naturelle des roches dissocie l'eau et produit de l'hydrogène. Les volcans, dans les volcans, l'eau est en équilibre avec le H2S, et en fonction de la température à laquelle les magmas sont émis, on a un équilibre qui se fait entre les espèces porteuses d'hydrogène et les espèces du soufre, et en fonction des conditions de température, on peut favoriser la production d'hydrogène. Et il y a une 4e voie encore qui commence à être découverte, c'est la production d'hydrogène par frottement des surfaces minérales quand elles sont hydratées. Et le frottement des surfaces minérales, finalement, crée des espèces réactives au niveau des atomes de silicium qui, en s'associant à l'eau, en fait, de nouveau la dissocient et produisent de l'hydrogène. Je vous parle de ça parce qu'en fait, ce sont tous des thèmes étudiés actuellement à l'IPG, que ce soit dans le cadre de collaborations internationales avec, par exemple, le CIFAR ou dans le cadre du LabEx Universe. Mais jusqu'à présent, en fait, on avait porté la majorité de nos efforts sur l'altération hydrothermale, et ça, c'est pour des raisons historiques que je vais vous évoquer par la suite. Mais on est en train de toucher et de vraiment d'ouvrir notre vision de la production naturelle d'hydrogène à la surface de la Terre, en essayant de voir de quelle manière il impacte le vivant et en essayant de voir de quelle manière il a pu impacter l'apparition du vivant à la surface de la Terre. L'ensemble de ces 4 processus, en fait, ont des flux qui sont à peu près équivalents, même si ce qu'on appelle l'altération hydrothermale, et l'altération hydrothermale en particulier des roches du manteau, qu'on appelle la serpentinisation, est un processus qui a longtemps été mis en évidence et pointé pour ces quantités importantes d'hydrogène produites annuellement. Il se pourrait bien que ces flux-là dépassent l'ensemble des 3 autres flux décrits, et je pense que c'est une affaire à suivre dans les années qui viennent. Alors pourquoi est-ce qu'on a été, et pourquoi est-ce qu'on est vraiment présent, et pourquoi l'IPG depuis 20 ans a très fortement impacté sur ces idées de production d'hydrogène dans des contextes de serpentinisation et surtout de vie en subsurface soutenue par ces processus de formation d'hydrogène dans la croûte océanique? Eh bien, c'est parce que on a bénéficié aussi à l'IPG de toute l'expertise et de la compétence de l'équipe de géosciences marines qui possède, et l'IPG possède désormais, enfin depuis toutes ces années, une compréhension poussée de l'architecture et du fonctionnement des rides médio-océaniques, mais aussi des systèmes hydrothermaux associés, c'est-à-dire de la façon dont l'eau circule à grande échelle dans ces types de roches. Et notamment, l'IPG a eu une contribution majeure pour décrypter tous les processus associés à la serpentinisation, qui sont en fait l'hydratation des roches particulières, c'est-à-dire des roches mantéliques, et non pas des roches de la croûte basaltique qui se forment au niveau des dorsales rapides, que vous pouvez voir ici en rouge. Toutes les zones où vous avez un taux d'expansion rapide au niveau du dorsal, on va appeler ça une dorsale rapide. Il y a beaucoup de magma produit. L'essentiel de la croûte sera constitué de basalte et aura une structure, comme vous pouvez la voir ici, une structure de croûte litée. Quand vous avez
le long des dorsales qu'on va appeler lente à ultra lente, de vert jusqu'à bleu. Dans ces coups de temps-là, en fait, on a l'expansion qui est toujours là, mais les quantités de magma produites sont limitées, et donc du coup la tectonique compense ce manque de magma par des jeux de grandes failles qui vont faire affleurer au fond des océans le manteau océanique. Et donc du coup, on se retrouve avec des roches particulièrement favorables pour la production d'hydrogène qui vont affleurer sur 70% du système de rides océaniques. Donc il y a eu toute cette connaissance des liens très forts entre la structure de la croûte et comment il peut être un moteur pour le vivant qui était disponible à l'IPGP et qui, du coup, permettait aussi de disposer de systèmes modèles. Et tout à l'heure, je vous ai parlé de la différence entre des dorsales rapides et des dorsales lentes. Sur le long de ces dorsales, c'est là qu'on a découvert les systèmes hydrothermaux que j'ai pu évoquer avec vous jusqu'à présent. Dorsale rapide dit beaucoup de magma, des fluides très chauds, très acides, des systèmes hydrothermaux qui ressembleront plus à des fumeurs noires. Et puis, très exceptionnellement, le long des dorsales lentes jusqu'aux années, je dirais, 2017, seul un exemple de système hydrothermal qui s'appelle Lost City était connu sur ce type de croûte, reposant sur du manteau océanique. Et donc, du coup, tout le savoir-faire de l'IPG autour de ces choses-là a permis récemment de découvrir un autre site qui est devenu un terrain de jeu justement pour mieux comprendre cette production d'hydrogène dans ces contextes et comment ça pouvait soutenir le vivant. Donc on a vraiment tiré un bénéfice de l'effort continu et soutenu de toutes ces campagnes en mer qui ont pu être faites au cours des décennies passées, et puis de l'effort soutenu aussi de l'IPG pour s'impliquer dans des campagnes de forage océanique ou développer des observatoires fond de mer pour suivre l'ensemble de ces processus de manière continue. Donc, ce nouveau site hydrothermal, en fait, il a été effectivement découvert à l'IPGP lors d'une campagne fin 2017, une campagne pilotée par Mathilde Cana, le long de la dorsale sud-ouest indienne. Et donc, il a permis la découverte de ce site hydrothermal de Old City par l'utilisation de sous-marins ou effectivement aussi la possibilité de prélever des échantillons par des dragues. Mais quand on étudie la vie en subsurface, finalement, on aime. À la fois, je vous ai montré que les sites hydrothermaux nous avait permis de mieux comprendre l'établissement de la chimiosynthèse sur Terre, puisque c'était l'endroit où on avait des déséquilibres géochimiques qui pouvaient se mettre en place, qui étaient favorables aux vivants quand il n'y avait pas de lumière pour se développer. Les systèmes hydrothermaux sont aussi des fenêtres ouvertes vers la subsurface. Et donc, du coup, ils drainent potentiellement des écosystèmes qui vivent plus en profondeur. Et donc, c'est aussi un moyen, quand on ne dispose pas de forage, d'aller explorer ces environnements profonds. Et puisqu'ils ne sont pas basés sur la photosynthèse, on les observe comme des analogues potentiels de la vie ancienne, des analogues potentiels dans un contexte où on produit de l'hydrogène, et potentiellement des composés organiques comme ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, qui ne seraient pas issus d'une activité biologique, mais juste des interactions des eaux avec la roche dure. Donc, à l'IPG, récemment, on a pu un petit peu évaluer l'impact pour mieux comprendre la structure des écosystèmes passés de ce genre de découvertes. Et donc, par exemple, en prélevant les communautés microbiennes issues de ces différents sites hydrothermaux que vous pouvez voir ici, et qui en fait sont différentes cheminées hydrothermales qui ont pu être échantillonnées tout autour de la région de Old City, découverte lors de cette campagne Rough Smooth. Donc Aurélien Lecoeuvre a pu montrer récemment qu'en fait, dans les cheminées qui semblaient être les plus sujettes à l'arrivée de fluides hydrothermaux très réduits, riches en hydrogène, ce qu'on pouvait voir, et ce que vous voyez exprimé par la grosseur des points que vous voyez sur ce diagramme-là, qui représentent en fait des occurrences de gènes liés à des métabolismes particuliers, et notamment ici, ce sont des gènes, tout ce qui est ici, qui sont liés à des métabolismes utilisant le monoxyde de carbone, utilisant le formiate, qui est un petit acide organique, ou utilisant le méthane. Bien contrairement à ce que
tout ce qui était établi de connaissances par rapport au site de Lost City qu'on avait découvert 20 ans plus tôt. Dans ce site-là, les métabolismes dominants, qui semblent être dominants dans les fluides réduits de la subsurface océanique, semblent être des métabolismes liés au formiate et au monoxyde de carbone. Donc de nouveau, ça nous fait nous re-questionner sur potentiellement les métabolismes de la subsurface, quelles sont leurs stratégies, quelles sont leurs sources de carbone. Mais ça confirme une idée qu'on avait déjà pu avoir à l'IPGP en étudiant des systèmes analogues. Alors à l'époque, on n'avait pas eu vraiment, comme c'était le cas pour Lost City, le jumeau des premiers sites hydrothermo-alcalins qui ressemblaient à Lost City. Mais on a pu, dans de certaines campagnes, caractériser des sites hydrothermaux en Nouvelle-Calédonie qui sont peu profonds, donc on mélange un petit peu de photosynthèse, mais on retrouve des émissions de fluides très réduits, riches en méthane, riches en hydrogène, riches en azote. Et de nouveau, les approches caractéristiques menées à l'IPGP permettent d'aller imager le vivant dans ces structures minéralisées. On voit ici, par exemple, par microscopie électronique à balayage, la présence de filaments sur lesquels poussent les minéraux qui forment ces cheminées. Et en fait, des investigations sur la nature de leur ADN ont permis de montrer que ces filaments étaient des filaments biologiques et qu'ils appartenaient à un groupe particulier d'organismes qu'on appelle des firmicutes, qui étaient potentiellement hétérotrophes, donc qui n'utilisaient pas du CO2, comme on le fait lors de la photosynthèse, mais qui utilisaient du carbone organique, potentiellement du carbone organique peut-être créé par des réactions chimiques en subsurface, et que c'était peut-être que c'était peut-être un métabolisme représentatif des environnements profonds dont nous aurions à nous inspirer pour mieux comprendre quel pouvait être le métabolisme de notre ancêtre commun. Donc finalement, je ne sais pas si j'ai pu répondre à la question de la vie a-t-elle émergé en subsurface et de quelle façon et sur la base de quel métabolisme la vie a émergé en subsurface, mais finalement l'ensemble des travaux menés à l'IPG ont déjà permis de renseigner un petit peu la diversité des métabolismes qui ont évolué au cours de l'histoire de la Terre, et puis d'apporter des nouvelles questions sur ce que pouvaient faire les premiers organismes quand ils se sont développés. Pour sûr, ils étaient chimiosynthétiques, mais est-ce qu'ils utilisaient vraiment ces ressources en hydrogène que la nature nous fournit par de nombreux processus géologiques ? Quelles étaient les sources de carbone qu'ils utilisaient ? Juste du carbone minéral, du CO2, ou finalement toute cette capacité qu'a la croûte océanique à fournir naturellement des composés organiques, est-ce que c'est ça la clé pour mieux comprendre les métabolismes de nos ancêtres passés ? Tout ça, c'est des questions qu'il va falloir explorer dans les années à venir. Et donc, du coup, pour les années 2020, ce sera vraiment de comprendre vraiment de quoi comment continuer à progresser dans notre connaissance de ces environnements profonds qui hébergent une grande quantité de vivants, comment fonctionne vraiment la chimiosynthèse dans tous ces contextes, et comment se fait finalement la transition entre un monde non vivant, purement organique, et un monde biologique. Et donc du coup, et aussi, et peut-être c'est un peu moins en lien avec l'émergence de la vie sur Terre, mais de comprendre dans quelle mesure finalement tout ce vivant qu'on n'a jamais pris en compte, cette vie intraterrestre, elle a influencé les cycles élémentaires globaux au cours de l'histoire de la Terre, influencé l'altération des roches ou le climat. Donc derrière ces questions, on sera obligé de se poser la question de l'hydrogène. Je vous ai montré qu'il était vraiment clé quand on se préoccupait à la fois de la vie intraterrestre, mais aussi de l'émergence de la vie sur Terre. Et donc du coup, ce vers quoi aussi l'IPGP se tourne, armée finalement de toute cette connaissance qu'elle a accumulée ces dernières années sur le fonctionnement de ces écosystèmes profonds, c'est qu'on concevoir maintenant autant de vie intraterrestre permet de concevoir que finalement, bien qu'on n'ait jamais trouvé d'évidence de vie à la surface des planètes, on pourrait imaginer aussi de la même façon de la vie en subsurface soutenue par des processus géologiques. Et c'est ce qu'on suspecte aussi bien sur Mars que dans des environnements comme Europa, la lune de Jupiter, ou Encelade, une des lunes de Saturne, où ici on a de nouveau, par exemple pour Europa, de possibles émissions d'hydrogène qui signeraient des systèmes hydrothermaux
qui seraient peut-être des vecteurs pour nous permettre d'accéder à une vie potentielle en subsurface. On sait aussi qu'à la surface du Mars, il n'y aura pas de vie si on n'a pas d'eau, et donc du coup, toutes les explorations futures se tournent vers les profondeurs de Mars comme étant un endroit potentiel pour trouver plus probablement de la vie qu'en sa surface. Donc l'IPG a la volonté à l'avenir de aussi s'impliquer dans la caractérisation d'échantillons extraterrestres, et donc du coup, que ce soit pour des problématiques de vie extraterrestre, avec sa connaissance de ces systèmes-là, mais aussi pour mieux comprendre d'autres problématiques géochimiques, et donc du coup, déjà une forte implication de l'Institut dans plusieurs missions, notamment Hayabusa 2, des échantillons d'astéroïdes carbonés qui sont déjà à l'IPG en cours d'analyse, MMX pour le retour d'échantillons de Phobos, une lune de Mars, et puis peut-être la possibilité de participer au retour d'échantillons martiens. Donc on commence déjà à voir loin. Et aussi peut-être aussi que toute cette connaissance accumulée sur la vie intraterrestre et notre connaissance des mécanismes qui sont capables sur Terre de constituer, de former des éléments intéressants qui pourraient constituer des briques pour le vivant, nous permet aussi d'envisager peut-être de faire évoluer les concepts de vie sur d'autres planètes, et de contribuer par exemple à l'exploration des exoplanètes. Et c'est notamment ce qui commence à émerger au travers de ce projet soutenu par le LabEx Universe, et qui visera à bénéficier du James Webb Space Telescope pour étudier les atmosphères des exoplanètes, et peut-être établir des nouveaux indicateurs soit de chimiosynthèse abiotique, soit des indicateurs biologiques pour mieux décrypter les atmosphères des exoplanètes. Et je m'arrêterai ici et je vous remercie de votre attention. Il y a une question YouTube, est-ce que je peux commencer par celle-ci? On n'oubliera pas comme ça. L'eau de mer était-elle oxydante avant la grande oxygénation? Ah, c'est exactement la question que j'allais poser. Tu étais sur YouTube en fait. Non. Alors, tout dépend effectivement du couple redox qu'on va regarder, mais là, c'est l'oxygène qui, quand je vous ai présenté ces déséquilibres chimiques au niveau des évents hydrothermaux, on voyait les fluides réduits issus des profondeurs de la Terre qui rencontraient l'eau de mer oxydée. Bien sûr, c'était pas le cas quand, dans les temps plus reculés. On pouvait avoir par contre d'autres couples redox, et puis après il faut penser effectivement, il faut s'adapter à la composition de la Terre primitive, mais en mettant l'azote ou le soufre dans la boucle, il y a des possibilités de maintenir ces déséquilibres pour continuer à faire évoluer d'un carbone minéral à un carbone organique. D'accord, donc en fait, puisque c'était aussi ma question, ça veut dire que la vie sous terre actuelle, hein, en fait, elle n'est vraiment pas un analogue, elle n'est vraiment pas semblable. On s'attend à ce que la vie primitive sous terre, hein, était différente. Hein. Je dirais que tout dépend de l'endroit où on regarde. Effectivement, l'oxygène va être présent quand l'eau de mer va commencer à pénétrer, mais comme il est très facilement impliqué dans les réactions redox, il va être vite consommé. Et donc, quand on va s'enfoncer, on va être en condition complètement anoxique, et donc du coup, on va trouver cette similitude avec l'absence d'oxygène qu'on avait sur la Terre primitive. D'accord, super. D'autres questions? Ouais, du coup, j'enchaîne. Tu as parlé beaucoup des métabolismes, mais tu n'as pas parlé des limitants de la productivité primaire. Effectivement, pour le concept d'habitabilité que tu évoques, à la fois nécessite qu'on ait les ressources pour mettre en place son métabolisme. Il y a la présence d'eau, il y a la source d'énergie que j'ai pas mal évoquée. Effectivement, il y a les conditions physico-chimiques que je n'ai pas trop développées, pression, température, absence de nutriments aussi. Et là, effectivement, je vous ai présenté des quantités de cellules
Ce que j'ai oublié de vous mettre en perspective, et je m'en excuse, c'est que finalement, quand on prend un morceau de roche, par rapport à un sol ou par rapport ne serait-ce qu'à votre peau, où vous avez 1 milliard de bactéries par centimètre cube, dans les roches, vous allez trouver un facteur 6, beaucoup moins de cellules. Quand on est chanceux, on en a 10 000. Quand on est moins chanceux, on en a 100, voire 1000. Et effectivement, c'est lié au manque de ressources, de nutriments. On est en condition très oligotrophe. Et le fait qu'on arrive à ces quantités de cellules et de vivants, c'est parce qu'on intègre ça sur des volumes gigantesques. Mais effectivement, cette vie-là, et c'est actuellement, on est en train de repenser son architecture parce que les nutriments sont apportés et l'énergie est apportée par les déséquilibres chimiques, et donc du coup un jeu de failles qui renouvelle les nutriments nécessaires au fonctionnement peuvent développer ce qu'on appelle des hotspots, tout d'un coup des efflorescences de vie. Et donc, du coup, ce serait plutôt des événements de croissance plutôt qu'une vie maintenue tout le temps du fait des conditions limitantes en termes de nutriments et de disponibilité. Il faut des renouvellements de fluides, il faut renouveler ces déséquilibres chimiques qui marchent, et donc, du coup, il faut de l'activité géologique. Et au vu de ça, qu'est-ce que tu dis, quelle est ta réflexion critique sur les évaluations de biomasse que tu nous as montrées, par exemple, du Deep Carbon Observatory? Alors effectivement, on est... je trouve qu'il y a eu un gros projet de fait parce que les premières estimations en fait qui ont un petit peu porté cette idée de vous avez plus de vie sous vos pieds qu'à la surface de la Terre, c'était à la fin des années 1990. Et l'échantillonnage était biaisé parce qu'il fallait des forages ou des mines qui permettaient d'aller compter le nombre de cellules qu'on avait dans ces environnements-là. Et donc, beaucoup de ces forages étaient justifiés par du développement industriel, l'exploration pétrolière. Donc, on n'avait pas une vue de tous les contextes géologiques. Là, il y a vraiment eu un effort à la fois de la communauté internationale pour faire des forages dédiés, diversifier les lithologies ciblées pour mieux comprendre dans les différents contextes géologiques ce qui pouvait soutenir le vivant. C'est sûr que c'est encore soumis à des grandes barres d'erreur parce qu'on n'a pas fait un trou tous les kilomètres carrés, et donc du coup ça reste des estimations, mais pour l'instant je pense qu'on a quand même, parce que tout ça c'est appuyé par des estimations thermodynamiques de l'énergie disponible et délivrée par les processus géologiques, et donc du coup on a des garde-fous. Oui, merci d'abord Bénédicte, c'est un très bel exposé, original. J'ai 2 questions en fait. J'ai un commentaire qui me tracasse pas mal, puis j'ai une question peut-être bête, mais l'eau de mer qui s'infile dans la croûte océanique, elle contient du carbone sous la forme de bicarbonate. Ce bicarbonate d'ailleurs, il vient des continents, c'est du CO2 de l'atmosphère. Quel est le rôle de ce carbone finalement? Qu'est-ce qui devient ce carbone? Alors, c'est pour ça qu'on aime beaucoup les environnements serpentinisés, parce que finalement, à basse température, là où on est vraiment sur les niveaux très superficiels de la croûte, cette réaction, elle amène à des pH très alcalins, ce qui fait qu'en fait, le bicarbonate qui est porté par les océans, il est très vite précipité sous la forme de carbonate. Et en fait, quand la croûte s'altère dans les niveaux superficiels, on a vraiment des veines de carbonate qui sont en fait le dépôt du CO2 porté par les océans. Mais tu as tout à fait raison, et c'est pour ça que c'est regardé à chaque fois attentivement d'un point de vue isotopique. La question, c'est d'où vient le CO2 dans ces systèmes-là. Donc, à Lost City, par exemple, il a été montré qu'il était essentiellement d'origine magmatique, mais c'est pas forcément le cas partout. Tu me vois venir. En fait, je suis en train d'essayer de te faire dire que ce carbone, cette vie-là, elle dépend aussi de la vie qui est sur les continents, tu vois, de ce système global de la vie. Nous-mêmes, on a été recyclé, notre carbone a été recyclé plusieurs fois en zone de subduction. Donc, effectivement, le Graal, c'est de trouver... Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose. Je suis d'accord. Oui. Le Graal, ça va être de trouver vraiment un écosystème dont on est sûr qu'il n'ait jamais vu un peu de carbone organique ou de carbone inorganique de la surface. Mais pour le carbone inorganique, c'est pas très... Enfin, je trouve que c'est moins critique que l'héritage du carbone photosynthétique, pour montrer que c'est vraiment parce que
une vie indépendante de la photosynthèse. Le carbone inorganique, finalement, qu'il soit magmatique ou des bicarbonates des océans, l'idée, c'est de trouver le processus qui nous fasse passer justement d'un carbone oxydé, les carbonates ou le CO2, vers un monde organique. Oui. Sans photosynthèse. Mon commentaire là, qui me brûle les lèvres, c'est Gaïa. Voilà. Cette vie, ok, elle est là, mais elle n'a pas vraiment performé. C'est-à-dire que, bon, elle est peut-être là depuis des milliards d'années, mais enfin, elle est quand même maintenue dans des environnements très particuliers. Tu as le droit de me dire non. Hein. Gaïa, c'est l'idée que les vivants, ils ont une telle marge de transformation qu'ils ont transformé la planète pour être capables de se maintenir tout du long de l'histoire géologique et malgré toutes les contraintes extraterrestres, internes, etc., que la Terre a subies. Comment cette vie-là, intraterrestre, est-ce qu'elle est gaïenne, quoi ? Est-ce qu'elle a développé des mécanismes pour se maintenir, parce qu'elle est très à même d'être bouleversée par la première faille, par la première collision tectonique, etc. Tu vois un peu ma question ? Et peut-être sa stratégie à elle, c'est la diversité des métabolismes. Et en fait, alors le chiffre, du coup, j'ai peut-être pas été très clair, mais on sait qu'il y a entre 70 et 80% des bactéries et des archées qui seraient là, mais c'est aussi 80% de la diversité microbienne. Donc 80% des métabolismes sont cachés sous les roches. Ça veut dire qu'en fait, par rapport au schéma qu'on a de photosynthèse qui crée à partir du CO2 de la matière organique, sur lequel finalement la majeure partie des organismes qu'on peut voir sur Terre se développent. On utilise l'oxygène, on oxyde la matière organique et c'est là qu'on fait notre énergie. Là, en subsurface, finalement, et ça rejoint ce que disait Guillaume, on est en condition où les sources d'énergie, les nutriments sont limités. Donc, et puis en plus, on est souvent contraint par la température, donc il faut à la fois se développer, mais aussi se réparer et évoluer. Et donc, du coup, je crois que leur grande force, c'est d'être capable de tirer profit certaines fois du fer, certaines fois du soufre, certaines fois de l'arsenic. Et en fait, on voit dans leur gènes qu'en fait, certaines voies métaboliques sont présentes, pas forcément utilisées. Et en fait, ce transfert de gènes qu'on a en subsurface et cette adaptation très rapide peut être leur stratégie à eux. Ouais, c'est une bonne réponse. Ouais. Merci. Bénédicte, je suis là. C'est moi, en fait. Je suis censé passer le micro, mais j'ai juste une question qui me brûle les lèvres. Du coup, je voulais rebondir sur ce que disait Jérôme. Si on revient un peu en avant, pas parler de micro-organismes, mais vraiment des blocs de construction de la vie que sont les acides aminés. Pendant très longtemps, avec les expériences de Urey Miller, on pensait que ces acides étaient fabriqués par des processus atmosphériques dans les océans. Et je pense que vous avez été les premiers à montrer, dans le papier que tu avais cité tout à l'heure, qu'on pouvait les fabriquer en masse dans la subsurface. Alors, est-ce gonflé de penser, et donc ça c'est dû à l'altération hydrothermale quelque part. Donc, est-ce que c'est gonflé ou est-ce que c'est possible, ou est-ce qu'on peut le dire ou ne pas le dire, qu'une planète sur laquelle il n'y aurait pas d'altération hydrothermale, qui ne serait pas cette espèce d'immense fabrique d'acides aminés qui sont nécessaires à fabriquer toutes les chaînes polysaccharidiques pour faire tout le reste, ne pourrait pas être un bon hôte pour la vie. C'est-à-dire que regardez juste des expériences de type Urey Miller n'est pas suffisant, qu'il faut des processus internes aux planètes. Je pense que ça. Tu peux me dire que c'est gonflé. Hein. Oui, parce que comme de toute façon, même alors effectivement, dans la photolyse, etc., et tous les décharges atmosphériques, ça tombe dans l'eau et après, on a la petite mare chaude où tout ça peut évoluer gentiment. Il faut quand même un peu d'eau quelque part. Et donc, du coup, s'il y a un peu d'eau, j'imagine qu'il y a aussi, alors c'est pas de l'hydrothermalisme, mais c'est de l'altération aqueuse. Et donc, du coup, à partir du moment où on a un vecteur eau, qu'on fait réagir des minéraux réduits, il se passe des choses, il se passe de l'hydrogène, on peut convertir du carbone, etc. Donc, mais bon, c'est vrai que... Alors, tu as dit en masse des acides aminés, je ne sais pas s'ils sont très nombreux. Effectivement, il faudrait statistiquement voir, faire des bilans. C'est vrai qu'en fait, je pense leur occurrence peut être assez fréquente. Et après, ces acides aminés doivent aussi trouver d'autres briques élémentaires
comme les briques élémentaires qui permettent de faire de l'ADN, de l'ARN, et puis des membranes, etc., avant qu'on évolue vers quelque chose de vivant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude et quand on explore les roches océaniques, c'est qu'on voit qu'en fait, statistiquement, c'est hyper fréquent. Et on a vu les acides aminés de différentes sortes, mais il y a des longues chaînes d'acides, il y a sûrement des sucres. Mais il faut trouver le moment où après tout ça peut se combiner. Et ce qui est intéressant dans l'altération hydrothermale, c'est que c'est cyclique. C'est-à-dire que la serpentinisation, elle ne se fait pas massivement en un coup. On fait recirculer de l'eau, on fait évoluer les fluides dans la croûte, et puis un mouvement tectonique amène à une nouvelle arrivée d'eau, de nouvelles réactions hydrothermales. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit pouvoir complexifier. Mais il y a peut-être aussi des apports extraterrestres qui sont rentrés dans la danse, ça personne ne sait. Il y avait une question là-bas. D'abord. Ah. Oui, en premier, c'était. Bonsoir, merci. J'avais 2 questions. La première, c'est que je ne sais pas exactement ce que c'est la photosynthèse oxygénique. C'est de la photosynthèse qui crée l'oxygène, celle qu'on... Ah oui, c'est Oui, okay. Parce qu'effectivement, je le précise parce que de base, effectivement, quand on dit photosynthèse, on pense à production d'oxygène par la photosynthèse, mais justement en explorant ces roches anciennes, on sait maintenant qu'il y a eu une photosynthèse anoxygénique sans production d'hydrogène qui a précédé, et donc du coup la capacité des organismes à tirer, à se développer à partir de l'énergie du soleil, mais sans produire de l'oxygène. Okay. Donc c'est pour ça que je fais le distinguo à chaque fois. Et la deuxième, c'est j'ai pas bien compris s'il y a des métabolismes qui existent en intraterrestre qui n'existent pas du tout en surface ou pas. Alors, je pense qu'effectivement, il y a... Est-ce que je pourrais dire oui ou non? Arrive la notion de micro-environnement. Alors, pour illustrer ma perplexité, quand vous prenez par exemple une particule de sol qui est toute petite, quand vous regardez les communautés qui sont là, sur une distance d'1 millimètre, vous allez évoluer de bactéries qui supportent l'oxygène tout autour de la particule de sol, et puis quelques centaines de microns plus loin, plus au cœur de la particule, là vous allez avoir des bactéries complètement anaérobies qui vivent sans oxygène, et donc on peut avoir des contrastes très forts à une toute petite échelle sur un grain de sol qui vont reproduire des conditions de vie qui sont très différentes. Donc je ne sais pas si on pourrait faire une dichotomie comme ça entre surface et subsurface, et je regarde Emmanuel pour être sûr de ne pas me tromper, mais en fait je pense que c'est plutôt les micro-environnements qui du coup dictent les métabolismes qui seront présents, et ces micro-environnements ils peuvent être très variables à toute petite échelle. Bonsoir. Je ne parle pas bien français. Est-ce que c'est possible de faire ma question en anglais? Merci. Is there a way to explain a mechanism how chirality arises in these hydrothermal vents, molecular chirality? This is something I did not mention, but you are right. If you look at amino acids, the ones that are produced by living organisms and the other ones, they don't have the same orientation, for those who are not aware of chirality. At that moment in the rocks, we don't know about this chirality. We know that minerals can make the ratio, enantiomeric ratio evolve. To which extent it happened in such context, I don't know. And when they try to measure that on the amino acids that were delivered by the fluids, the biological ones were too important to assess if there were some abiotic ones, so we don't know. Okay. Merci beaucoup. J'ai une dernière question, c'est plus pour la géochimie, parce que, enfin isotopique. Quand tu regardes les processus de fractionnement isotopique du carbone liés à la productivité primaire, au métabolisme que tu présentes,
ils ont certainement un fractionnement mésotopique du carbone différent de la photosynthèse oxygénique. Et du coup, quand tu regardes dans le passé, tu peux regarder si la biomasse elle est essentiellement liée à la photosynthèse oxygénique ou à un phénomène un peu exotique. Ben, le problème, c'est que si tu vas explorer les signatures isotopiques du carbone dans ces environnements-là, tu as aussi toutes les réactions de synthèse organique qui rentrent en jeu. C'est toute la question de l'origine du méthane dans ces environnements-là. Est-ce qu'il est biogénique, abiotique ? Pendant des années, on a cru avoir compris et discriminer aisément un carbone biologique d'un carbone abiotique. Il y a des cultures microbiennes en laboratoire qui ont montré que dans certaines conditions, à partir de métabolismes qui utilisaient directement les carbonates solides, on pouvait reproduire des signatures abiotiques. Donc du coup, moi j'ai beaucoup posé cette question de l'origine biologique ou abiotique des molécules de carbone et leur signature isotopique. Et ça se mélange déjà, donc après, pour les métabolismes, ça complique la donne encore plus. Est-ce qu'il y a plus d'autres questions ? Moi, j'avais une question, en fait, qui est surtout pour toi, Magali. C'est qu'est-ce qui fait de ce lac Diani un bon analogue d'un paléo-environnement du précambrien ? Ça rejoint aussi, parce que tu en as parlé, Bénédicte, de cet environnement. Pour celui-là, il y a l'écosystème. C'est un écosystème uniquement microbien. Et puis, il y a le redox. Il est stratifié en permanence sous 1 mètre d'épaisseur d'eau. Il est anoxique en permanence. C'est les 2 événements principaux. Donc, ça rejoint la toute première question, en fait, sur le rôle de l'oxygène. Moi, j'ai une autre question, si on a encore du temps. On a encore le temps ? Ouais. J'ai beaucoup de curiosité sur la manière dont on étudie la genèse d'hydrogène par des frottements mécaniques. Est-ce qu'il y a des marqueurs minéraux ? Comment est-ce qu'on les identifie et les quantifie ? Alors, il y a, d'un point de vue du biologiste, on a réussi à démontrer en fait que de l'hydrogène était produit directement en broyant les roches dans une solution aqueuse, parce qu'en fait, il y a eu de la production de méthane par des archées hydrogénotrophes qui utilisaient l'hydrogène, et donc du coup, la production de méthane dans les dispositifs expérimentaux qui broyaient les roches ont indirectement montré qu'il y avait de l'hydrogène qui était utilisé pour produire du méthane. Donc, il y a, à la suite de ces travaux-là, il y a pas mal il y a eu pas mal d'évidences expérimentales. Ça s'est vraiment vu d'un point de vue microbiologique au niveau des glaciers. En fait, sur les surfaces sur lesquelles les glaciers fluent, il y a de la friction. Et en fait, les communautés microbiennes qui vivent entre le glacier et la surface des roches, elles sont hydrogénotrophes et elles utilisent le flux d'hydrogène continu qui est produit par le glissement du glacier. Donc en fait, il y a des preuves à la fois de terrain, mais c'est beaucoup. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens qui aient mesuré ça directement sur le terrain pour l'instant, mais c'est beaucoup via le proxy biologique et ce qu'étaient capables de faire les micro-organismes qu'on trouvait là. Ça va peut-être changer prochainement, puisque dans le cadre du LabEx Universe, il y a un projet mystique qui est porté par Baptiste Debré, Frédéric Giraud et Céline Pisapia, et qui vise à se servir de la connaissance que l'IPG a de l'émission de gaz suite à différents séismes au Népal, qu'ont beaucoup étudié en lien avec les émissions de CO2 et qui sont vraiment liées à de la réactivation de failles. Et il y a un lien qui devrait être fait dans le cadre de ce projet mystique pour essayer de voir si justement il y a une production d'hydrogène et le développement de communautés spécifiques. Nous avons une autre question YouTube par le même YouTuber, Eric Lévin, je pense. Avec des océans archéens à 50 à 70 degrés Celsius, les équilibres de température dans la croûte océanique sont radicalement différents. Ces communautés, j'imagine microbiennes, y sont-elles sensibles ?
Est-ce que tu peux reformuler depuis le début, James, s'il te plaît? Avec des océans archéens à 50-70 degrés Celsius, les équilibres de température dans la croûte océanique sont radicalement différents. Ces communautés y sont-elles sensibles? Probablement, mais on peut imaginer, et j'aurais peut-être dû vous présenter une coupe où, en fait, à partir du moment où l'eau commence à circuler, on est à très haute température, on est on commence à serpentiniser les roches et donc à produire de l'hydrogène autour de 400 degrés. Et donc, on a tout d'abord production d'hydrogène et puis sûrement production de matière organique associée à cet hydrogène. Et le vivant n'intervient dans la danse que quand les températures sont compatibles avec son développement, donc en dessous théoriquement de 120 degrés, c'est la limite connue actuellement. Et donc on doit avoir des gradients de communautés qui s'établissent depuis 120 degrés jusqu'aux températures, je dirais, du fond des océans. Et probablement que ce gradient de température depuis la profondeur jusqu'au plancher océanique modèle des communautés différentes sensibles à la température. Donc même si l'océan était profond, était un peu archéen, était un peu plus chaud, j'imagine qu'il faut juste qu'on décale notre regard vers des écosystèmes plus thermophiles que ceux qui sont de manière superficielle sur le plancher océanique. Je ne sais pas si j'ai été très claire. Je pense que... Ouais. Ok, plus d'autres questions. On arrête, hein? On peut arrêter. Merci beaucoup à tous. Donc, merci beaucoup à Bénédicte et merci